Alors, bonsoir, mesdames et messieurs, chers ambassadeurs de la marque On Passive. Très ravi de nous retrouver encore sur ce plateau du développement personnel et nous sommes ravis de recevoir une des sommités de On Passive. Et je veux passer la parole à notre ange gardien, Angeline Rose, qui va nous introduire le sujet. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Amazon. Bonsoir à tout le monde, à tous les ambassadeurs. Merci pour votre présence, toujours sur cette plateforme de rendez-vous du donner et du recevoir. Ce soir, comme vous l'avez lu dans le Flyers, on a l'école et la protection de l'enfance. Soutenir les enfants défavorisés pour l'accès à l'enseignement. Chaque enfant a droit à une éducation de base. Donc, nous avons la chance, comme on l'a toujours dit, dans On Passive, on a tous les corps de métier et on remercie grandement le professeur Farida pour sa disponibilité pour nous partager ce thème qui est quand même vaste pour nous apporter quelques pistes parce que nous savons que l'enfant est le fer de lance de toute société. Si on veut éradiquer la pauvreté, on doit s'attaquer aux problèmes dès la racine, donc en éduquant nos enfants, en leur donnant la chance, surtout les enfants défavorisés, en leur donnant la chance d'être des hommes de demain. Donc, professeur Farida, merci infiniment et c'est à toi le plateau. Merci, ma chère Angéline, et merci à tout le monde. Et bonsoir et bienvenue à l'aimable assistance. Et j'espère que ce thème va être intéressant et on va essayer de débattre par la suite et qu'on va apporter quelques solutions. Le thème, comme vient d'être annoncé, c'est l'école et la protection de l'enfance. J'ai choisi ce thème justement par référence à une expérience personnelle que j'ai vécue en tant que médecin. Je ne vais pas la partager avec vous, mais je me suis inspirée de ça et avec le recul, je me suis posé des questions. Pourquoi, à travers le monde, nous avons beaucoup d'enfants qui vivent, ou plutôt qui survivent dans les rues? Et à partir de là, je me suis intéressée un peu à ce que rapporte la presse écrite et la presse visuelle, ainsi que les réseaux sociaux sur ce problème inhérent à l'enfance. Ce que j'ai pu constater comme cause principale et combien elles sont multiples, les causes de l'exclusion ou bien de cette errance des enfants dans les rues, à commencer par les conflits, surtout les conflits armés qui existent dans plusieurs pays et avec le phénomène du terrorisme, etc., sans rentrer dans les détails. Après, nous avons les crises, à savoir les crises économiques, des crises sanitaires ou bien des crises politiques. Et la grande cause, c'est la pauvreté extrême. Parfois, cette pauvreté, on la trouve chez des gens qui, surtout, en plus de la pauvreté, c'est des familles nombreuses. Et surtout en Afrique, nous avons la famille élargie. On n'a pas seulement les enfants, mais on prend en charge aussi le reste de la famille, ce qui entraîne donc le responsable de famille, il a peu ou pas assez de moyens pour subvenir aux besoins de tout le monde et encore éduquer ses enfants. Et les conséquences de tout ça, c'est surtout les enfants qui les prennent. Et ça va compromettre bien sûr leur présent et leur avenir. Ces enfants, ils vont être victimes de violences diverses. Et parfois, ils sont même eux-mêmes auteurs de violences. Ces enfants, ils sont aussi exposés à leur exploitation. Plusieurs pays utilisent les enfants pour un travail dans des conditions vraiment inhumaines et avec un salaire qui est moindre
Et ceci parce qu'il y a de grandes firmes internationales qui vivent dans des pays où tout est offert à leurs enfants et pour avoir une main-d'œuvre à coût dérisoire, ils transportent leurs firmes dans les pays qui manquent de moyens. Par moments, ils peuvent même être exploités du point de vue sexuel. Et parfois, c'est l'esclavage moderne. On les utilise pour toute besogne indélicate et indigne de la présenter à un enfant. Parfois, ces enfants qui sont dans la rue, ils peuvent sombrer dans la délinquance, à savoir toucher à la drogue, au vol. Ils peuvent être victimes aussi de viols. Et parfois, dans certains pays, on a vu qu'on en a fait des enfants soldats. Donc, on a kidnappé l'enfance à ces êtres qui sont là pour s'éduquer, pour aller à l'école. Donc, nous voyons que l'éducation dans certains pays ou dans certains cas devient vraiment la dernière des priorités, que ce soit pour l'État ou pour les parents. Alors que nous savons tous que l'objectif de l'éducation, c'est quoi? L'éducation, elle permet de développer au maximum le potentiel de l'enfant et de lui offrir, bien sûr, un maximum de chances de participer pleinement et de façon responsable à la vie d'une société libre. En effet, l'école, c'est une institution sociale majeure. Elle remplit des missions essentielles pour la société comme pour les individus. Et elle a deux grandes missions qui sont complémentaires, à savoir l'instruction et la socialisation. Le constat que j'ai fait en essayant de me pencher sur ce grand fléau, c'est que des millions d'enfants dans le monde n'ont pas accès à l'éducation aujourd'hui par manque d'école, malheureusement. Et pour ceux qui ont la chance d'aller à l'école, ils se retrouvent face à des classes surchargées, à un manque d'équipement, à une formation insuffisante des enseignants, donc formation minimaliste pour les élèves. Par moment, ce que j'ai constaté, c'est que l'attitude des parents et de la communauté en général, elle peut aussi être un obstacle à la société, surtout quand il s'agit de filles, notamment dans les familles nombreuses. Donc, une partie des enfants va être sacrifiée, elle n'ira pas à l'école, et ceci par manque de moyens financiers. Nous, en tant qu'ONU Passivia, que pouvons-nous faire? Que devons-nous faire? Une fois que le constat est mis sur la table, nous allons voir comment nous pouvons agir. Nous avons vu qu'il y a un manque flagrant d'écoles dans beaucoup de pays. Donc, faisons en sorte d'offrir ces écoles à ces enfants. Les enseignants ne sont pas bien formés. Essayons d'assurer une bonne formation des enseignants, et ceci pour sortir les enfants de la rue, les éloigner du danger, ou bien des dangers, on a vu qu'il y a plein de dangers, et les envoyer à l'école. Et ceci permet de renforcer l'éducation. On doit aussi renforcer l'éducation dans les milieux ruraux. Nous savons tous que les écoles en milieu rural n'ont pas les mêmes outils de travail que les écoles qui sont dans la ville. Donc, du coup, nous avons beaucoup d'enfants qui migrent vers la ville pensant trouver une meilleure école, donc ils peuvent accéder à de meilleurs résultats au cours de leur formation. Mais malheureusement, nombre d'entre eux en finissent par travailler dans la rue. Ce qu'on peut faire aussi, c'est le soutien des parents ou bien de leurs tuteurs. C'est la clé pour la scolarité d'un enfant qui réussit. Et on doit sensibiliser la communauté à l'importance de l'éducation. Un autre volet, c'est nous soutenons les familles à faible revenu. Comment on peut le faire? Avec un programme adapté,
afin qu'elles puissent sortir de cette pauvreté extrême et être en mesure de payer les coûts liés à la scolarité de leurs enfants. En plus d'une contribution financière, il faut penser à la formation et à la formation de la gestion d'un petit commerce ou bien d'une micro-entreprise, et ils vont autofinancer la scolarité de leurs enfants. Donc, en conclusion, je peux dire, nous sommes là pour aider les enfants à aller à l'école et surtout à y rester. Ces axes d'intervention, ils vont changer la vie du plus grand nombre d'enfants possible, parce que la pauvreté, elle empêche des milliers d'enfants d'aller à l'école, et l'absence d'enseignement, il entretient la pauvreté. Donc, vous voyez que c'est un vrai cercle vicieux que nous cherchons à briser. Nous voulons changer la vie et réduire la pauvreté grâce à l'éducation. Chaque enfant devrait avoir la chance d'aller à l'école et apprendre. Et nous allons réfléchir tous ensemble pour donner aux enfants vulnérables cette chance. Commençons par sensibiliser la communauté et les parents surtout à l'importance de l'éducation. Et l'éducation, pourquoi? Parce qu'elle contribue à éradiquer la faim et à éradiquer la pauvreté, ce qui donne la possibilité aux personnes scolarisées de vivre une meilleure vie. Cette chance d'un avenir meilleur, c'est l'une des principales raisons pour lesquelles les parents s'efforcent de scolariser leurs enfants le plus longtemps possible et veiller à ce que toutes les solutions que nous allons apporter soient efficaces sur le long terme. Donc voilà ce que j'ai à vous dire. Le débat est lancé. Allô, allô. Merci beaucoup, professeur Farida, pour cette présentation. Il s'agit pour nous, comme tu l'as bien dit, de chercher des pistes pour s'attaquer au problème. Comment donner la chance à tous ces enfants-là d'accéder à l'éducation. Donc, on va d'abord laisser nos chers ambassadeurs, ne soyez pas timides, c'est un sujet, c'est un fléau mondial qui nous concerne tous. Essayons en tant qu'ONPACIViens chercher des voies et moyens, comment nous pouvons agir collectivement en tant qu'ONPACIViens pour donner la chance à ces enfants défavorisés, comme le professeur Farida l'a bien noté. Il y a certains parents qui n'ont pas les moyens d'envoyer leurs enfants à l'école et s'entraînent cet engrenage qu'on connaît, l'exode rural, les enfants de la rue, le banditisme et autres. Donc, sentez-vous libre d'intervenir. C'est un problème qui nous concerne tous, pour notre jeunesse, pour nos enfants, pour nos jeunes frères et petits-enfants et autres. Donc, on attend les contributions. On a vu une première main. La première, je crois qu'elle est repartie. Il y avait une autre main, mais ça ne fait rien. Alors, on va donner la parole à notre sœur Hayet de Tunisie. Bonsoir. Tu as la permission d'activer ton micro. Voilà, c'est bon. Merci Angéline, merci Farida pour cet excellent exposé. Le problème des enfants, un grand problème qui existe de par le monde entier. Je prends l'exemple qu'on est en train de vivre tous les jours, du moins chez moi, donc même que j'ai eu l'occasion de le voir ailleurs, mais je vais parler de la Tunisie parce que je le vois tous les jours. Les enfants qui quittent l'école ou qui sont dans des conditions lamentables, il y en a de toutes les sortes et il y a différentes causes à cette situation.
Des situations, j'en cite plusieurs. Il y a les conflits conjugaux, c'est-à-dire le conflit entre le père et la mère qui fait que l'enfant quitte la maison, il se trouve dans la rue. Il y a la pauvreté. Il y a autre chose. Il y a des parents que je peux dire qui n'ont aucune raison, même la pauvreté ne leur donne pas raison d'utiliser leurs enfants pour gagner de l'argent. La mendicité. Nous voyons beaucoup d'enfants qui sont utilisés par des groupes de personnes qui sont des richards et qui utilisent les enfants pour la mendicité, et en fin de journée, ils les collectent dans un camion, ils les ramènent chez eux et ils prennent l'argent. Bien sûr, les parents ont en contrepartie une petite somme et ils utilisent leurs enfants pour cette cause. Autre chose, le niveau scolaire chez nous, nous l'avons tous constaté, diminue d'un jour à un autre. Et le nombre d'élèves qui quittent l'école se compte par milliers tous les ans. Donc, ma chère Ayette, je m'excuse, hein, parce que professeur Farida a fait la présentation. Je pense que maintenant, si chacun vient pour dire quels sont les problèmes inhérents à son pays, on ne va pas s'en sortir. Hein, et d'autant plus que... Excuse-moi. On avait dit qu'on allait donner 2 minutes par personne. Et j'ai peur que si on te dit que c'est 2 minutes, tu n'auras pas le temps d'énumérer les solutions si tu en as. Si tu peux essayer d'être succincte, parce que je suis sûre qu'il y a quelques mains levées, mais on va en avoir davantage. Et après, si tu peux revenir, comme d'hab, tu reviendras. D'accord? Mais si tu commences encore à faire ton exposé toi aussi, bon, je sais que c'est ta sœur siamoise. Je ne sais pas si il y avait une répartition du travail. Pas du tout. Non, je sais, c'est juste pour te chahuter. Je sais. Donc, essaye d'être succincte. Et si le temps le permet, tu reviendras. Hein, tu survoles rapidement les problèmes qui existent, s'il te plaît. D'accord. Bon, je m'arrête au niveau des problèmes. D'ailleurs, j'allais passer aux solutions, mais vous m'avez interrompu, il n'y a pas de problème. Moi, ce que je vois, c'est que les associations et l'État doivent faire de la sorte pour que les enfants qui quittent l'école trouvent une solution. Bon, s'ils l'ont déjà quitté, il n'y a pas un miracle pour les faire revenir à l'école. Par contre, on peut leur assurer une formation professionnelle pour que ces enfants aient une expertise et pourront avoir la possibilité de créer leur projet et d'avoir de l'indépendance financière. Bon, je m'arrête ici. J'ai déjà dépassé mes 2 minutes. Je reviendrai si jamais j'ai autre chose à dire. Merci beaucoup, ambassadeur Ayette. Merci pour la contribution. On est dans les recherches de solutions. Merci beaucoup. On va passer à l'ambassadeur Anne-Marie de la France. Bonsoir. Bonsoir à tous les ambassadeurs. Bonsoir. Et merci à notre sœur Farida pour ce brillant exposé. Voilà, je voulais juste ajouter quelques raisons pour lesquelles les enfants, quelques aspects qui expliquent la rébellion des enfants d'aujourd'hui. Simplement que les enfants, même parmi ceux qui sont allés à l'école, ceux qui ont réussi le diplôme, qui ne travaillent pas, ça n'encourage pas d'autres enfants. Ça n'encourage pas d'autres. Donc, c'est l'une des causes de la déviance d'aujourd'hui, moi, je pense. Voilà. Est-ce que tu aurais des pistes de solutions, parce que c'est de ça qu'il s'agit, qu'on puisse un peu trouver... créer des micro-entreprises pour encourager ces enfants. D'accord. Voilà, avec leur contribution. Leur demander, par exemple, ce qu'ils aimeraient faire et voir dans quel sens on peut développer quelque chose pour les occuper, quoi. Moi, je crois que c'est ça. OK.
Je peux dire un Mais mot? si je... Oui, vas-y. Oui. Voilà. Parce que là, j'ai coupé la caméra, ma connexion est un peu instable, je n'ai pas envie de la perdre. Par rapport à l'éducation des enfants, normalement, c'est une obligation. Chaque enfant a le droit d'aller à l'école jusqu'à au moins un certain âge et l'obligation, elle est faite à chaque parent d'envoyer ses enfants à l'école. Là, parce que la plupart des pays, généralement, ils ont signé des conventions avec les droits de l'enfance, avec l'UNICEF, avec les droits de l'homme, avec beaucoup de choses, où l'enseignement et l'éducation, c'est obligatoire pour les enfants. Mais malheureusement, il y a des conditions qui font que les enfants n'ont pas le moyen d'y aller ou bien les parents n'accordent pas tellement d'importance à leurs enfants. Bien que on voit certains enfants qui sont pauvres, enfin certains parents qui sont pauvres, et leurs enfants, c'est des brillants à l'école, c'est des enfants qui veulent s'accrocher, c'est des enfants qui veulent réussir et qui ont compris que le seul moyen de sortir de cet état lamentable de pauvreté, c'est avoir un diplôme et voler de ses propres ailes pour aider ses parents et aider son peuple aussi. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. OK, merci beaucoup, professeur Farida. Mais je me permets de rappeler que le thème de ce soir, c'est de donner les mêmes chances aux enfants. Ça veut dire que c'est vrai, je crois que c'est un deuxième volet, ceux qui ont étudié et qui ne peuvent pas trouver du travail. Mais je pense que le thème de ce soir, c'est de s'attaquer à donner les mêmes chances aux enfants vulnérables qui n'ont pas la chance d'aller à l'école. Et voilà, ceux qui ont maintenant les diplômes, c'est un autre volet pour, je vais prendre l'exemple du pays où je vis en parlant justement de l'école obligatoire. Ici où je vis, ils ont ce qu'ils appellent école obligatoire. C'est-à-dire tous les enfants ont droit d'aller à l'école de la maternelle jusqu'à la fin du cycle primaire. Peut-être l'une des solutions chez nous pour revenir à votre thématique, c'est qu'on trouve le moyen d'offrir, par exemple, nous les fondateurs, d'offrir l'école obligatoire gratuitement partout dans les zones rurales comme en ville, pour qu'au moins tous les enfants aient cette base-là. Et ici, après l'école obligatoire, ils suivent tellement les enfants, parce que voilà un autre problème, ils suivent tellement les enfants pour voir leurs capacités. À la fin du cycle primaire, ils n'envoient pas tout le monde au secondaire pour faire des études de je ne sais pas de quoi. Il y a certains enfants qui n'ont pas d'aptitude et on essaie de les orienter vers des formations pratiques. Et ils vont 2 jours en pratiquant dans une entreprise et 2 jours encore dans le système scolaire pour qu'ils ne soient pas perdus. Je crois que ça peut être des pistes de solutions, mais déjà, tel que je comprends votre thème, on doit donner la chance au départ. Ceux qui ont déjà les diplômes, c'est un autre volet où on pourra créer des sociétés pour leur donner de l'emploi. Merci. Alida, tu peux prendre la suite, s'il te plaît. Oui. Alors, rebonsoir. Merci beaucoup, professeur Farida, pour cet exposé. Et merci beaucoup à Angéline Rose pour justement cette contribution. Et moi, peut-être avant de lire la contribution de l'ambassadeur Mirabella, qui a un problème de micro, je souhaiterais juste rappeler aux ambassadeurs, aux abonnés du développement personnel que le professeur Farida vient de parler d'une catégorie de la jeunesse. Quand on parle de l'enfance, on parle de ceux-là qui font leur premier pas à l'école. Je pense que c'est la population cible. Maintenant, quand on parle de formation, ce sont des personnes qui sont en train de faire un apprentissage spécifique pour un métier. Ouais. Et c'est l'occasion justement ce soir de rappeler à tous ceux qui sont abonnés à ce plateau que
ce thème formation, éducation a été déjà débattu par l'ambassadeur Grace Mboua et Trabi Yohan. Leur premier passage, justement, faisait état de la qualité de la formation, du constat par rapport au chômage de la jeunesse, et les causes étaient justement liées à ça. Donc, vraiment, professeur Farida vient comme ça toucher à une catégorie précise, mais tous ces deux thèmes se rencontrent. Donc, vraiment, merci beaucoup, professeur Farida, d'avoir complété ce plateau du développement personnel. Donc, maintenant, comme solution, nous avons l'ambassadeur Martine Mirabella qui dit: pour briser le cycle de la pauvreté, les gouvernements et les organisations internationales devraient allouer les ressources suffisantes pour offrir une éducation de qualité et gratuite à tous les enfants, en particulier pour ceux qui vivent en situation précaire. Nous devons tous lutter contre les inégalités dans ce monde et surtout pour les enfants en tant qu'ONPASSIVIens y participer, bien sûr. Donc, ce qu'elle propose, c'est de créer une énorme association déjà. Alors, professeur Farida, voici une piste que l'ambassadeur Mirabella donne. Vous avez un commentaire à faire? Oui, oui. Moi, j'ai participé, j'étais membre de Médecins du Monde et j'étais représentante de Médecins du Monde en Algérie, même auprès de l'OMS. Et je trouve qu'il y a des organisations mondiales qui s'intéressent à ce problème. C'est justement aux responsables du pays, aux associations du pays de saisir ces organismes pour aider dans la construction des écoles, etc. Il y a l'UNICEF aussi qui fait un travail gigantesque dans ce domaine où ils disent l'école pour tout. Il y a aussi une association, je crois, anglaise, si je ne me trompe pas, parce que je me suis un peu... je suis très touchée par ce problème depuis le cas que j'ai eu lors de ma consultation. Et c'est la grande piste, moi je pense c'est à la société civile d'agir, former des associations qui sont reconnues par l'État parce que quelqu'un d'autre ne peut pas agir. Il faut que ça soit par le biais des associations. Et ces associations, elles peuvent solliciter les grands organismes internationaux pour financer ou aider au financement des écoles, des formations, des moyens matériels, enrichir une bibliothèque, etc., etc. Voilà. OK. Merci beaucoup, professeur Farida, pour cette contribution de plus. Donc, je pense que cette question va être encore creusée par l'ensemble des ambassadeurs. Donc, nous allons passer à Saloua Lamalem du Maroc. Ambassadeur Saloua, bonsoir. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup pour ce sujet qui nous touche tous. Et sincèrement, après ce qui a été dit par vous déjà, j'ai pas grand-chose à ajouter, sinon un point qui me dérange et qui peut se faire bien sûr par le biais d'une association, ce qui est clair, parce qu'on peut pas venir là et s'introduire et proposer notre aide matérielle sans faire partie d'une association ou éventuellement en créer une. Il y a un souci par rapport à l'éducation au primaire, moi qui me dérange énormément, parce que même quand il y a l'obligation de finir le cycle primaire, le problème c'est qu'on se retrouve dans certains cas avec des enfants qui ont leur certificat, enfin des études primaires, mais qui sont pratiquement analphabètes. Ça veut dire que les profs, il y a tout un système qui n'est pas bien fait, de telle manière qu'il n'y a pas la formation adéquate pour les enseignants. Tout ce qui a été dit en matière d'école, en matière de matériel et tout, rien n'est fait. Et donc, pour que cette école soit meilleure, on se retrouve avec des profs, avec des directeurs d'école et qui poussent leurs élèves vers la fin du cycle primaire
et qui sont incapables même d'écrire correctement une petite phrase de rien du tout. Il y a aussi, à côté de ça, il y a un problème que beaucoup de pays, je crois, connaissent ça, c'est l'analphabétisme des parents. Ça veut dire que même un enfant, quand il est brillant et qu'il va à l'école, il n'a personne à la maison pour l'orienter et pour l'aider et pour suivre sa scolarité. Et ça, c'est un problème, enfin, moi, que je vois qui est énorme, parce que certaines fois, on ne peut pas agir au niveau des gouvernements, parce que c'est tout un parcours qu'il faut faire pour les formations et tout, mais au niveau, comme a dit professeur Farida, de la société civile, on peut faire des choses. Et ça, c'est, je ne sais pas, dans le cadre d'une association, peut-être même dans le milieu urbain, pas seulement dans le milieu rural, parce que ça, on le connaît aussi dans les villes. Et donc, du coup, une association qui s'occuperait peut-être de ce volet-là et pouvoir donner de l'aide à ces enfants pour qu'ils puissent passer et réussir leur passage du primaire au collège et du coup, finir une scolarité, avoir un cursus et une meilleure chance de vie plus tard. Merci beaucoup, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ambassadeur Lamalem. Est-ce que je peux ajouter quelque chose à ce qu'elle vient de dire? Bien sûr, professeur Farida, à vous la parole. Ok. Donc, bon, son intervention, elle est juste. Mais qu'est-ce que je voulais dire? J'ai perdu carrément voilà. D'abord, on doit commencer par le premier volet qui est très simple. Nous, quand on a été à l'école, les gens de notre génération, la plupart n'avaient pas des parents instruits. Mais n'empêche que nous sommes arrivés à des postes qui sont très importants. Donc, l'instruction ou le niveau intellectuel des parents n'a rien à voir. Ça contribue, ça peut contribuer, mais des fois, ce n'est pas du tout ce qu'il faut. Ce qu'il faut, c'est sensibiliser et faire comprendre à même ces personnes qui n'ont pas été à l'école, mais qui ont été formées par l'école de la vie, à l'importance de l'école, à l'importance de l'éducation, à l'importance de l'instruction. Il y avait des mamans qui n'ont jamais été à l'école, mais quand leur enfant est rentré de l'école, elle savait le mettre à table, même si elle ne peut pas le suivre normalement, mais il y a l'éducation aussi qui compte. Il n'y a pas seulement l'instruction et on remet ça sur le dos de l'école. Les parents ont aussi un rôle à jouer. Et par rapport aux formations ou à la qualité des cours qui sont dispensés, les enfants qui sortent analphabètes, par moment, à cause de la mauvaise formation des enseignants, ça peut être aussi à des classes qui sont surchargées, à des conditions d'études. Les écoles parfois ne sont pas bien chauffées en hiver, elles sont très chaudes en été, il n'y a pas, le côté sanitaire n'est pas présent, il y a pas, ils mangent mal parce qu'ils sont très pauvres, ils ont le ventre qui est vide, il n'y a pas de cantine. Donc, c'est tous ces facteurs inhérents qui ne demandent pas grand-chose, mais si on arrive à sensibiliser la communauté, à commencer par les parents et puis les gens qui sont autour, nous pouvons arriver à faire quelque chose. Et on peut même aider les gens, il y a des bénévoles qui peuvent créer des cours de soutien gratuits pour permettre à l'enfant au moins de faire le primaire. On n'est pas là. Moi, ce que j'ai essayé de débattre, c'est surtout dans la première enfance, c'est-à-dire quand il rentre à l'école primaire, une fois que l'enfant s'accroche, une fois qu'il prend goût à l'éducation et à l'enseignement, il va poursuivre. C'est le moment idéal pour capter son attention et son intérêt pour aller à l'école et se former, parce que l'école, non seulement elle va l'aider à se former, mais ça va lui permettre de tisser des liens sociaux avec les camarades, ça le sociabilise, il partage les valeurs avec tout le monde, c'est la discipline, c'est la rigueur, ne pas parler en classe, ne pas tricher, ne pas venir sans apprendre son cours, faire ses devoirs. Donc, c'est aussi un moyen d'éduquer l'enfant. Non seulement on lui donne l'instruction et les bagages intellectuels, mais il va se sociabiliser. Mais avec ça, nous devons avoir l'aide de la communauté, l'aide des parents, l'aide de la communauté, et on doit mettre le point sur l'intérêt d'envoyer les enfants à l'école.
Et Oui, à nous de leur donner les moyens pour avancer. bien sûr. Est-ce que je peux répondre? Pas moi gérer la discussion, c'est à Hawa et aux autres. Oui, c'est pour ça que Oui. je pose la question. Est-ce que je peux répondre justement? C'est juste sur un Vas-y. point. Vas-y, tu es la présentatrice. C'est le bon moment de nous faire profiter. Merci beaucoup, c'est gentil. Alors, professeur Farida, moi, je l'ai déjà dit et je n'avais rien à rajouter par rapport à ce que vous avez dit parce que l'éducation, au fait, c'est tout un système. C'est beaucoup de facteurs qu'il faut mettre en relation pour avoir le résultat souhaité. Et par rapport aux parents, moi aussi, je fais exactement partie de la même génération, mais justement, l'école n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Nous, à notre époque, moi, mon fils, quand il était en primaire et quand je voyais les devoirs, le nombre de devoirs qu'on lui donnait à l'école primaire déjà au CP, moi, j'étais sidérée. Nous, en tous les cas, notre expérience à nous, c'est que on sortait de la classe, 95% du travail, il était fait en classe. Ça veut dire que les parents, qui soient analphabètes ou pas, ça ne dérangeait pas notre parcours scolaire. Et il y avait, la société était complètement différente. Ça, c'est peut-être une autre discussion qui pourrait être faite dans le développement personnel. Ça veut dire que l'éducation, elle était différente. Il y avait beaucoup de choses mais le problème ne se posait pas. Les professeurs étaient bien formés. On n'avait pas beaucoup de devoirs. On sortait, mais c'est extraordinaire, moi, le changement qu'il y a eu durant toutes ces années. Et ces enfants, quand ils sortent, pratiquement, d'ailleurs, moi je parle je suis dans un secteur qui me permet d'être en contact avec des élèves qui ont le niveau, ce qu'on appelait nous le brevet, et croyez-moi, un très grand pourcentage, ils savent pas très bien écrire. Et quand comme je suis très curieuse et je parle et j'ai envie de comprendre, la plupart des parents, ils sont plus ou moins pas analphabètes à 100%, mais bon, ils ont un niveau scolaire qui n'est pas très poussé. C'est pour ça que j'ai parlé de ce côté. Mais quand vous dites sincèrement il faut qu'il y ait une mobilisation de beaucoup de secteurs, moi, je rejoins parfaitement ce que vous dites. C'est juste par rapport à ce qui se passe actuellement. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ambassadeur Salwa. C'est très bien de relever ces points, mais moi, j'ai compris que le professeur Farida a donné les pistes. Vous faites bien de signaler que le système change et ça, c'est dû à la technologie. Mais le professeur Farida est très juste quand elle dit qu'il faut sensibiliser les parents pour qu'ils prennent leurs responsabilités. Il faut sensibiliser les populations pour qu'elles aussi donnent du leur pour justement surveiller le système éducatif et soutenir les enfants. Donc, tout le monde a son rôle à jouer. Vraiment, merci. Très bonne soirée encore. Nous allons passer à l'ambassadeur Ibrahima Badiane qui nous a vraiment manqué. Je pense qu'il a quelque chose. Il a une très bonne contribution pour nous ce soir. Ambassadeur Ibrahima, bonsoir. Bonsoir, je vous salue tous. C'est vrai que je vous ai manqué, c'est vrai. Oui, beaucoup. Est-ce que nous te manquons? Apparemment pas. On va se retrouver très, très bientôt. Voilà, disons que je salue tout le monde et ensuite je voudrais remercier professeur Farida pour le thème qu'il a choisi, un thème d'actualité. C'est vrai qu'aujourd'hui, il a abordé les causes, les raisons de constat, les raisons pour lesquelles les enfants ne sont pas scolarisés. Mais moi, je pense que actuellement, disons, la formation des enfants ou même la scolarisation des enfants est un droit.
quelqu'un l'a dit. C'est pourquoi dans certains pays, c'est obligatoire. Cela ne veut pas dire que c'est forcé. Il appartient maintenant aux parents d'amener leurs enfants, voir aussi que la scolarisation des enfants a un coût. Et il se trouve que dans beaucoup de nos pays, en dehors des conflits, des là, quand même, c'est exceptionnel quand c'est un conflit. Moi, je pense que c'est les raisons qui font que les enfants souvent ne vont pas à l'école, c'est souvent des problèmes d'ordre économique liés à la pauvreté. Ils aimeraient amener les enfants à l'école, mais ils n'ont peut-être pas les ressources financières. Là, on l'a perdu apparemment. Donc, on espère qu'il reviendra très vite. On espère que l'ambassadeur Ibrahima reviendra très vite. Entre-temps, nous allons rapidement prendre la contribution de l'ambassadeur Marcel Gombe. Bonsoir, ambassadeur Marcel Gombe. Bonsoir, Alida. Bonsoir, tout le monde. Oui, le thème de ce soir, c'est un thème que moi, je dirais multidimensionnel. Il est transversal parce que, pour moi, c'est vrai que nous avons des problèmes de scolarisation des enfants tels que le professeur Farida l'a souligné, mais il y a encore même plus grave parce qu'il ne suffit pas de les scolariser, parce que même les chances de réussite d'une bonne partie des enfants vulnérables qui sont scolarisés sont compromises par le délabrement des structures, par les conditions de scolarisation, par le manque de formation adéquate des enseignants. Alors donc, pour moi, un des objectifs devrait être de rendre l'école attrayante, d'abord. Et rendre l'école attrayante, bien sûr, nous parlons du premier cycle de vie, de l'école primaire. L'école attrayante par les actions suivantes que nous, en tant que passivien, on peut intervenir soit par le biais d'associations ou même de façon individuelle. C'est-à-dire contribuer à doter les écoles de moyens didactiques et de matériel scolaire. Par exemple, il y a des écoles, même en ville, où il y a des enfants qui sont assis par terre. Il n'y a pas de table-banc. Donc, doter les écoles des moyens par rapport à notre environnement. Bon. Il y a aussi la prise en charge des enseignants pour les former afin qu'ils soient au niveau des attentes. Il y a le problème, Farida l'a souligné un peu en passant, les cantines scolaires. C'est vraiment important parce que justement pour ces enfants-là vulnérables dont les parents n'ont pas les moyens, les cantines scolaires constituent quelque chose qui va les attirer et les sédentariser à l'école. Et en même temps, les cantines scolaires permettent de baisser le taux d'absentéisme, même au niveau nutritionnel, les enfants deviennent, disons, plus épanouis. Donc, il y a la contribution à la construction des structures. Par exemple, c'est-à-dire, on peut compléter les structures existantes
en considérant les commodités, par exemple les sanitaires. Hein, les sanitaires. Donc, on peut cibler toutes ces actions-là à travers les associations ou les fondations ou les ONG et aussi individuellement pour arriver à apporter notre contribution par rapport à notre environnement. C'est vrai, on ne peut pas tout résoudre, mais on y contribuera. OK. Là, c'est beaucoup de choses. Merci beaucoup, ambassadeur Marcel. Donc, vous êtes partant pour investir dans ce secteur, à vous entendre. Hein. Professeur Farida, on a un volontaire. Oui. Ok. Un volontaire qui va faire quoi? Parce que je n'ai pas entendu, il y avait la coupure entre-temps. Des pistes en disant que les ambassadeurs doivent s'impliquer soit en association pour justement élargir la qualité de l'enseignement et aussi contribuer au développement des infrastructures. Donc, que ça soit de façon individuelle ou collective. Donc, c'est ça l'idée en général. C'est très intéressant, ambassadeur Marcel. De toute façon, quand l'enfant il vient, il va à l'école, il a sa place pour s'asseoir, il y a un tableau qui est bien fait, c'est pas la craie, mais c'est quelque chose avec une brosse, et on écrit avec un marqueur, ce n'est plus le problème de craie. Quand on a l'enseignant qui est bienveillant, même si le niveau n'est pas très fort, mais au moins il est bienveillant. Moi, personnellement, quand j'étais enfant, je pense que c'est le cas de chaque enfant. Il y a un enseignant qui vous attire, il y a d'autres qui vous repoussent, même au niveau supérieur. Nous, au niveau de la faculté, quand j'étais à la fac, il y a certains profs qui m'épataient par leur bon côté, leur bonne attention à l'égard des étudiants. Je me disais, quand je vais accéder à leur niveau intellectuel, je vais me comporter comme tel. Ou bien c'est le contraire, je dois faire attention à ne pas me comporter comme tel autre. Et au niveau de l'école, si on offre un minimum à l'enfant, un minimum à l'enfant, c'est quoi? Ça commence par la maison, par chez lui. Il faut que les parents lui expliquent l'intérêt des écoles, de l'éducation, que ses parents eux-mêmes soient convaincus de l'intérêt de l'éducation. Une fois qu'il arrive à l'école, bien sûr, c'est pas les conditions économiques ne sont pas égales, ne sont pas identiques pour tout le monde. Il y a des enfants qui arrivent avec un ventre vide, il y a des enfants qui n'ont pas bien mangé le soir, il y a des enfants, c'est des familles nombreuses, l'enfant ne s'est pas réveillé très vite, l'école, elle est très loin par rapport à sa maison, il n'a pas eu le temps de prendre au moins un petit bout de pain, qu'on puisse au moins leur offrir un peu de lait ou un yaourt avec un fruit, n'importe quoi, quelque chose qui ne doit pas coûter cher, au moins dans un premier temps, pour l'aider à démarrer sa journée dans l'ambiance. Et bien sûr, aspirer à avoir une cantine, c'est l'idéal, parce que dans la cantine, il va tisser l'amitié avec les collègues, il va apprendre à manger correctement à table, etc., etc. Mais l'important, c'est la sensibilisation. Si on n'arrive pas à sensibiliser la communauté à l'intérêt de l'école, à l'intérêt de l'éducation, on ne pourra jamais convaincre les gens à aller à l'école et du coup, on ne pourra pas éradiquer la pauvreté et la déperdition de ces enfants qui sont les hommes de demain. C'est ça, à ça qu'on doit penser. OK. Merci beaucoup d'avoir renchéri la contribution de l'ambassadeur Marcel Gombe. Alors, nous avons notre Queen Nadou qui est dans la salle. Queen Nadou, vous étiez déjà sur l'écran et il était prévu qu'on vous donne la main. Donc, bonsoir, ambassadeur Nadou. Bonsoir, ambassadeur Alida et toute l'équipe de ce soir. Félicitations à notre ambassadeur, professeur Farida, qui a retourné la terre pour nous donner ce dont nous avons besoin. Nous allons ici protéger une école. Est-ce que le problème qui se pose, est-ce que l'école en tant qu'institution instaurée dans nos milieux
sont appropriées. Les institutions sont appropriées à nos milieux. Là, nous pouvons reclasser les choses en disant que l'école, telle que nous l'avons vécue, n'est pas quelque chose à soutenir parce que à un moment donné, c'est un blocage à l'enfant. Un enfant qui est enlevé de la maison pour aller à l'école devient abasourdi, il est découpé de son milieu d'origine. Là, je vais tout droit sans contourner en parlant de la langue. Si nous voulons protéger nos enfants qui aillent à l'école, cette école doit avoir un fondement et une continuation entre ce que l'enfant apprend à la maison et l'instruction reçue à l'école. Mais les deux sont dissociés dès que l'enfant va à l'école. L'enfant va à l'école, il ne peut pas s'exprimer. Il revient à la maison, il ne peut pas s'exprimer. Où est-ce qu'on le met? Et qu'est-ce qu'on veut supporter? La politique de l'extérieur. Plaire à l'autre, ça nous tue. De la base jusqu'au sommet, nous sommes victimes de cela. Nous ne disons pas toujours ce que nous ressentons. Même si on doit mourir, on est prêt à accepter pour faire plaisir à l'autre. C'est de ce côté que moi je vois comment nous pencher et aider les enfants à être eux-mêmes et à être égaux à la maison, à l'école et plus tard, ce qu'ils vont devenir dans la vie. Merci beaucoup d'avoir donné la parole. Merci beaucoup. Est-ce que le professeur Farida veut... Je pense qu'elle a raison. Et puis, il y a même ce qu'elle a dit, il y a le problème de langue. C'est ce qu'elle vient de dire, je pense. Seulement, ma connexion, elle est un peu instable. C'était ça? Oui, le problème de communication et Oui. l'école telle que instaurée dans nos milieux. Oui, oui, Est-ce oui. que c'est approprié? Non, non, pas du tout. Et je suis entièrement d'accord avec toi, Nadou. Déjà, chez nous, en Algérie, quand ils rentrent pour étudier, chez nous, dans la maison, nous parlons un langage courant, c'est le langage dialectal. Et quand ils arrivent à l'école, c'est l'arabe littéraire qui est compliqué. La sonorisation n'est pas la même chose. Il y a une grammaire qu'il faut respecter. Si on met une connotation à une lettre, du coup, elle n'a plus le même sens, etc., etc. Mais c'est comme ça qu'il va apprendre. C'est tout doucement qu'il va apprendre. Et comment on va enseigner avec quelle langue? Au primaire, en première année, on enseigne avec l'arabe. Et puis après, ils vont commencer par apprendre les autres langues, le français, l'anglais, etc., etc. Ça, c'est chez nous en Algérie. Ailleurs, je ne sais pas comment ça se passe. D'accord. Mais je pense que oui, ce problème, il est bien d'être relevé, mais moi, je reste personnellement sur la piste du professeur Farida et de Marcel Gombe qui disait que l'implication des parents par la sensibilisation, l'implication des ambassadeurs, l'implication des associations, des hommes, de la société civile, comme vous avez dit, peut être un poids justement pour faire basculer les choses de manière à tropicaliser la formation même. Je pense que c'est la piste à laquelle l'ambassadeur Nadou voulait aboutir, n'est-ce pas? Adapter l'école à notre milieu local. Je pense que c'est ça. Ce n'est pas seulement adapter l'école à notre milieu. Qu'est-ce que nous avons vu qu'on peut appliquer chez nous? Parce que tout est imposé. Tout est imposé. Nous avons vu des enfants grandir avec la langue maternelle et réussir à l'école.
Pourquoi ne pas instaurer ces choses partout? Nous avons appris l'anglais, par exemple, à partir de la 6e. Imaginons-nous, retournons un peu quand on est rentré au CP1, parlant la langue de la maison et on nous oblige à parler, à apprendre à parler et à écrire le français. On était encore petit, on n'a pas vu le poids. Mais quand on arrive en 6e et qu'on commence par apprendre l'anglais comme deuxième langue, on comprend, on ne peut pas s'exprimer. Et à cause de ça, on nous donne de mauvaises notes. Est-ce que la note là, c'est ça qui montre qui nous sommes? Et quelques années après, si tu veux faire l'espagnol ou bien l'allemand, tu te retrouves au même plan, à zéro, en train de recommencer à zéro à tout temps. Donc, l'école, telle que instituée aujourd'hui, si nous devons aller appuyer les enfants, même les plus vulnérables, il faut que quelque chose change à la base. Sinon, on refait les mêmes erreurs, on aura les mêmes résultats. Si on met deux couleurs là-dessus, on aura des couleurs, mais si on les découvre, on aura la même chose. Oui, oui, Nadou, justement, ce soir, vous faites un constat et le changement, il est possible en fonction voilà, de l'implication des ambassadeurs, de ceux qui veulent investir ou s'investir dans ce secteur. Donc, il y a des possibilités de voir comment orienter l'école. Alors, Angéline Rose? Pardon, Alida. Oui. Juste un petit mot. Oui, bien sûr. Est-ce que là, le thème, c'est qu'est-ce que nous pouvons faire, nous, et nous, en tant qu'ambassadeurs, est-ce qu'on peut agir au niveau de la manière de donner des cours, ou bien le programme, ou bien la langue, ou bien le dialecte? L'enseignement, c'est quelque chose d'universel. Il faut que l'enfant apprenne des langues, il faut que l'enfant comprenne, qu'il arrive à synthétiser un cours, à comprendre le message passé par l'enseignant. Et les programmes, ils sont établis par l'institution de chaque pays. Chaque pays fait son programme. C'est le ministère de l'enseignement qui fait, ou bien de l'éducation nationale, qui fait son programme. Nous n'avons pas ni le droit, ni la capacité, ni l'autorisation d'intervenir pour modifier cela. On a apporté un plus pour les aider de manière concrète. On leur offre les moyens, les écoles, les aider par la formation de l'enseignant. Mais le reste, je pense que ce n'est pas à nous de le faire. Merci beaucoup, professeur Farida. Nous sommes une révolution. Quand le temps viendra, on fera les changements. Merci. Merci beaucoup à Queen Nadou pour ta contribution. J'aimerais tout simplement rappeler que les ambassadeurs qui nous suivent depuis plus d'1 an, déjà presque, ont eu à suivre 2 autres thèmes sur ce plateau. La première était sur l'éducation et la formation. Et lors de cette présentation-là, il y a des pistes qui ont été données en ce qui concerne l'orientation des enfants, les formations adaptées, les langues qu'il faut promouvoir, nos langues, parce que voilà, tout commence par là. Donc, et après, ils ont fait école publique en milieu rural, qui soulevait aussi des thématiques qu'on a soulevées là tout à l'heure. L'enfant qui est loin de l'école, il n'y a pas de cantine, il n'y a pas de ceci. C'est tout cela donc qu'on devrait voir ensemble comment apporter, nous en tant qu'ONPASSIVIENS, sans s'appuyer déjà sur les institutions. C'est vrai qu'on ne peut pas changer les programmes scolaires, mais si on améliore ce qui est là et qu'on crée des conditions favorables, et j'ai bien aimé ce mot du professeur Farida. Ici, son thème d'aujourd'hui, c'est l'école pour tous, donner la chance à tous les enfants. Maintenant, les 2 autres volets des 2 autres présentations viennent se compléter. Donc, je crois que pour nous, ONPASSIVIENS, c'est vrai que les gens peuvent s'impliquer individuellement,
mais on est en train de chercher des solutions collectives, comment agir dans nos différentes communautés, un peu comme on le dit, les problématiques ne sont pas forcément les mêmes, même dans un pays, les conditions ne sont pas les mêmes, donc ce sera un peu au cas par cas. On est en train de déblayer les pistes et le moment venu, il ne s'agit pas seulement qu'on le dénonce, il faudrait qu'à un moment donné, on essaie de voir comment agir concrètement. Parce que ici, ce thème est très vaste, mais on a eu la chance déjà d'avoir eu le passage de l'éducation et la formation dans le cadre des groupes thématiques. Et ensuite, ils sont revenus avec l'école publique en milieu rural où ils soulevaient justement tous ces problèmes des parents, des enfants qui sont surtout en milieu rural, qui sont loin de l'école, qui n'ont rien à se mettre sous la dent, qui arrivent à l'école fatigués, ils ont faim, voilà. Donc, franchement, je crois qu'on donne des pistes comme ça, mais à un moment donné, on va vous inviter encore beaucoup plus à visionner les présentations sur notre chaîne YouTube qui concernent ce problème et ensemble, on va essayer de faire quelque chose. On va passer encore la parole à notre cher Hayet de Tunisie. Avant ça, l'ambassadeur Ibrahima est de retour. Je l'ai vu repartir, c'est pour ça que je n'ai pas fait attention. Il avait la main levée, puis du coup, je le voyais plus, quoi. Il est là. S'il est dans la salle, passe-lui la parole alors avant parce qu'il n'avait pas terminé. Ambassadeur Hayet avait fini sa première partie. Voilà, s'il est là, OK. Voilà, vous me toutes mes excuses. Je m'excuse parce qu'il y a la pluie ici et la connexion était devenue instable. Oui. Voilà, je voudrais, moi, en tout cas, je pense que comme je l'ai dit, en dehors des zones de conflit où c'est des situations exceptionnelles pour la scolarisation des enfants, je pense que le problème majeur, pour moi, le problème majeur, c'est la pauvreté, c'est l'économie. C'est des problèmes économiques qui font que, disons, beaucoup d'enfants ne sont pas scolarisés. C'est vrai que l'ignorance des parents sur l'importance de l'école aussi est à noter, mais actuellement, il faut dire que rares sont des parents qui vraiment ignorent l'importance de l'école. Hein. En ville, soit en ville ou en milieu rural. Moi, je pense que c'est la pauvreté. L'autre aspect aussi, c'est les enfants orphelins qui sont abandonnés. Ils ont aussi droit à l'éducation. Il faut aussi le noter. Maintenant, nous, qu'est-ce que nous devons faire en tant qu'ambassadeurs on passive pour aider le système scolaire? Je pense que nous devons contribuer. Nous, ce que nous devons faire, c'est une contribution que nous devons apporter, disons, pour aider les autorités à scolariser les enfants qui ne le sont pas. Et comment on doit faire? À mon avis, je suis d'accord avec Farida qu'il faut poursuivre l'information et la sensibilisation sur l'importance de l'école. Ça, c'est vrai. Mais je pense que ce que nous devons faire aussi, c'est de voir s'il y a des manquements, des compléments. Nous, on va compléter ce que l'État a fait, construire et équiper les écoles, financer aussi les cantines scolaires, quelqu'un l'a dit. Mais il faut aussi savoir que amener un enfant, c'est une chose, mais aussi garantir sa réussite à l'école est une autre chose, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui abandonnent en cours de chemin. D'où l'importance
de l'encadrement. Qu'est-ce que nous, membres en passif, on va faire pour que les enfants qui vont à l'école ne quittent pas très tôt l'école? Parce que s'ils quittent très tôt à l'école, c'est pour aller faire autre chose, la délinquance juvénile, etc. C'est pourquoi je pense que nous devons réfléchir comment aider les enfants qui vont à l'école afin qu'ils réussissent, qu'ils vont jusqu'au CM2, obtenir leur diplôme et démarrer le cycle secondaire dans les lycées et collèges. Là aussi, c'est un autre cycle qui est un peu complexe parce que les enfants, parfois, surtout ceux du milieu rural, s'il n'y a pas l'école secondaire chez eux, ils sont obligés de quitter leur village pour aller dans un milieu urbain. C'est un changement, quelqu'un l'a dit, c'est un changement qui est difficile aussi pour ces enfants-là. S'ils n'ont pas de tuteurs en ville pour poursuivre les écoles, du coup, ils vont abandonner. Donc, nous devons réfléchir comment faire en sorte que les enfants qui sont pauvres, qui quittent le milieu rural pour aller dans d'autres zones plus loin, pour poursuivre les études, comment faire en sorte qu'ils puissent être dans les conditions qui leur permettent de poursuivre leur école. L'autre aspect que je voulais peut-être aborder, c'est toujours sur la sensibilisation dont le professeur Farida a dit. Bon, moi, pour nous, comment on peut, c'est vrai qu'ils les informent, c'est les moyens qui leur empêchent d'amener les enfants à l'école. Mais il faut maintenant sensibiliser. Quels sont les outils qu'on doit faire en tant que membre passif pour sensibiliser? On doit sensibiliser pour... Je crois qu'on a encore perdu l'ambassadeur Badian, mais je pense qu'il était allé dans le sens de... Il n'avait pas suivi peut-être le rappel de l'ambassadeur Angéline Rose à propos du thème développé par l'ambassadeur Grace, son deuxième thème sur le développement d'une école en milieu rural. Angéline Rose? Oui, en effet. Voilà pourquoi c'est vrai que peut-être les personnes présentes ce soir n'ont pas suivi les deux précédentes présentations qui vont dans le même sens et toujours dans le sens de notre jeunesse. Donc, je crois que ces thèmes-là se rejoignent. Maintenant, il faut trouver des pistes parce que pour être plus concret, et on va dire que, bon, peut-être qu'on sent déjà le bout du tunnel. Donc, je crois qu'il est temps qu'on trouve peut-être le moyen d'agir, de passer vraiment à l'action, parce que même dans les précédentes formations, présentations, il y a des pistes qui ont été lancées, mais maintenant, comment mettre tout ça en musique, je crois que c'est plutôt cela. Je crois l'ambassadeur Badian, je crois qu'il avait fini parce que je le revois là. Je ne sais pas s'il avait à compléter quelque chose pour chuter avant de passer la parole à l'ambassadeur Hayet. Ambassadeur Badian. Oui, justement, je pense que j'ai fini. Hein, je ne voulais pas m'étendre trop long. Merci. J'ai résumé, j'ai dit l'essentiel de ce que je pense. Et j'ai posé même une question à Farida sur nous, en tant qu'on passivien, quels sont les outils que nous devons utiliser pour poursuivre l'information, la sensibilisation des parents sur l'importance de l'école. Je sais que je suis d'accord avec elle, mais moi, je pense que le problème majeur aujourd'hui, c'est des problèmes économiques parce que l'école a un coût. Pour moi, l'école a un coût. Beaucoup d'enfants ne sont pas scolarisés parce que les parents n'ont pas les moyens.
de les scolariser. Et je pense qu'aussi, on peut, peut-être qu'on va revenir un jour sur ça, les parents en milieu rural qui n'ont pas les moyens, comment les aider à améliorer le revenu pour pouvoir permettre à leurs enfants d'accéder aux services sociaux de base tels que l'éducation, la santé, etc. Surtout l'éducation. Là, il faut effectivement moderniser, les aider à moderniser l'agriculture et à développer les chaînes de valeur agricole chez eux pour qu'ils puissent vraiment améliorer le revenu afin de pouvoir, afin d'obtenir des moyens leur permettant de financer la formation de leurs enfants. Mais autre chose encore que je voulais ajouter, les enfants qui sont orphelins. Quelle stratégie, professeur Farida, pense qu'on peut faire pour les aider? Oui. Voilà les deux questions que je voulais poser à professeur Farida. Pour la première, on va réfléchir tous ensemble. Moi, je ne détiens pas la clé de tous les problèmes, il y en a. Mais quand on a de la volonté, on essaie de voir. Dans un premier temps, nous devons recenser les différents problèmes et chaque problème, on met en face la solution. Il y a un manque d'écoles, on va voir les écoles. Il y a une mauvaise formation des étudiants, des enseignants, on va essayer d'agir sur la formation des étudiants. Il n'y a pas d'importance accordée à l'éducation par la communauté, on va la sensibiliser. Comment sensibiliser cette communauté? On peut par exemple, au niveau de chaque établissement scolaire, on a toujours des éléments qui sont très sensibles à ça, qui sont touchés par le désert scolaire, par l'abandon des enfants en bas âge, par le manque d'assiduité de certains élèves. Nous devons placer peut-être une petite cellule composée de gens qui sont formés dans l'écoute et dans la transmission des idées. Et c'est à eux de réunir, par exemple, les parents une fois avant la sortie, à la rentrée d'abord scolaire, et puis avant chaque sortie pour aller, par exemple, pour les vacances de printemps, les vacances d'été, et à la fin, quand ils font la fête de fin d'année. On peut faire une réunion avec les parents d'élèves. Et peut-être qu'il y a même une association des parents d'élèves. Chez nous en Algérie, ça existe. Ailleurs, je ne sais pas si ça existe. L'association des parents d'élèves, elle peut réunir les parents lors de la remise, par exemple, des bulletins. Il y a tous les moyens pour voir et faire un petit topo, une petite discussion, ne serait-ce que de personne à personne. Quand un enfant, par exemple, il travaille mal à l'école, il peut être convoqué par l'enseignant. Et si l'enseignant, il est formé aussi, parce qu'avant de transmettre le savoir, il faut qu'il soit aussi pédagogue. Il faut qu'il soit pédagogue et avec l'enfant et avec les parents. Il leur transmet la manière d'accorder l'importance à l'enseignement. Et l'autre question, c'est... J'ai oublié la deuxième question, je n'ai pas noté. Oui, la deuxième question, c'est... Allô? Oui, C'est la stratégie pour aider les enfants orphelins qui sont abandonnés à être scolarisés. Oui, ça c'est un gros problème. Orphelins, est-ce qu'ils sont chez les grands-parents? Est-ce qu'ils sont dans un orphelinat? Est-ce qu'ils sont pris par les associations? Moi, je pense que c'est du cas par cas, de pays en pays, de ville en ville et de canton en canton. Une fois qu'on va cerner le problème de ces orphelins, on peut agir. Pourquoi ils ne vont pas à l'école? Avant de cerner le problème, on ne peut pas agir. Il faut d'abord mettre les problèmes en face de nous et trouver des solutions en fonction des cas par cas. Et bien sûr, il faut toujours un moyen financier avec tout ça. C'est ça. Les moyens financiers reviennent. Hein, c'est ça, hein, les problèmes économiques. Je pense qu'on doit lutter. Si on veut, il y a des gens qui sont très pauvres et qui réussissent. Il y a des écoles qui ne sont pas de bonnes écoles. Ça veut dire qu'ils n'ont pas tous les moyens, mais qu'ils réussissent. Il y a des établissements où il y a le grand luxe et les enfants ne travaillent pas. Donc, c'est des cas par cas. Si on a, la première des choses, à mon avis personnel, chacun a son avis, si on sème l'amour de l'école, l'amour de l'enseignement et l'amour
d'être formé et de faire miroiter l'avenir qu'un enfant peut avoir en ayant un minimum de bagages intellectuels. Et ça, c'est le rôle de l'enseignant et le rôle des parents, de la société en général. Et parce que l'échelle des valeurs, malheureusement, actuellement, vis-à-vis de nos enfants, elle a beaucoup changé. On accorde plus d'importance à celui qui a la dernière voiture, qui a la dernière paire de baskets, qu'à celui qui a le meilleur diplôme et qui a un très bon travail. C'est ça ce qui est difficile. Et avec, bien sûr, actuellement, surtout avec les réseaux sociaux et avec les écrans, l'addiction à des écrans qui empêche l'enfant de se développer, l'enfant de rester dans la réalité du terrain. Ils vivent dans un autre monde, ils s'abrutissent, ils n'évoluent pas, ils ne touchent pas un livre, ils ne discutent pas entre eux, ils n'ont pas de copains dehors, et voilà. Donc, c'est sur ça qu'il faut agir, la formation de la communauté, des parents, de l'enseignant, comment éduquer un enfant, comment le faire intéresser à l'école. Ok, merci beaucoup, ambassadeur Ibrahima. Ambassadeur Nadou, tu aurais une contribution à donner par rapport à ça pour les problématiques que l'ambassadeur Ibrahima a soulevées? Compléter à professeur Farida ou alors je passe la parole à la... Le professeur Farida a parlé des moyens financiers et nous savons qu'avec On Passive, ça c'est déjà réglé, donc on ne va pas revenir là-dessus. Merci, c'est tout ce que je peux dire. D'accord, merci beaucoup. Ambassadeur Hayet, tu es très sportif parce que ta main est restée levée longtemps. Pas de problème. Voilà. Il n'y a aucun problème. Merci. Oui. Je voudrais juste, avant de donner ce que je pense d'autres problèmes, répondre à ambassadeur Ibrahima en ce qui concerne les orphelins, parce que j'ai un exemple que je vis actuellement. En Tunisie, nous avons une association qui s'occupe effectivement des orphelins dont les pères sont décédés. Donc, il y a mamans qui sont veuves et c'est l'association qui a des donateurs dont je fais partie qui adoptent 1, 2, 3, 4, 5 enfants, chacun selon ses moyens, tout en gardant l'enfant chez sa maman. On donne de l'argent, on contribue chaque mois, on donne de l'argent à la famille via l'association qui fait le versement dans les comptes bancaires des veuves. Et on les suit, on va les contrôler dans l'école, on va demander des comptes à leurs professeurs. Je vous annonce la bonne nouvelle, la fille que j'adopte a réussi son bac cette année. Toute l'année, moi je la suivais, je payais les frais des cours supplémentaires pour qu'elle réussisse et je suis vraiment contente qu'elle ait réussi son bac. Donc, pour vous dire que si on veut, on peut faire beaucoup de choses. Maintenant, je reviens à l'idée que je voudrais partager avec vous. Je partage parfaitement l'idée de Nadou qui voulait qu'on intervienne sur les programmes de l'éducation nationale. Chez nous, chaque remaniement ministériel, chaque ministre, il vient, il parle de la réforme de l'éducation et il chambarde tout le programme. Les gens qui ont commencé à étudier les mathématiques en français se voient terminer les études en arabe. Les autres qui ont commencé à faire la philosophie en français se la voient en arabe. Donc, c'est un bouleversement, un chamboulement total. Ce que je pense, les empassiviens, ce que nous devons faire, c'est un diagnostic de la situation actuelle. Voir, parce que ce ne sont pas toutes les écoles qui ont les mêmes problèmes. Il y a des écoles qui sont dans les villes qui ont tous les moyens, la technologie de pointe, tout ça, mais ils ont des élèves qui, pendant les heures creuses, sont dehors au lieu qu'ils soient dans les salles de permanence, comme j'avais l'habitude de faire quand j'étais élève. Quand on a une heure de creuse, on est dans une salle de permanence, on étudie. Maintenant, les élèves, quand ils ont une heure creuse, ils sont dans la rue. Il y a la drogue, il y a les cigarettes, il y a les mauvais contacts. Donc, tout ça, il faut le contrôler aussi. Pour les parents,
Moi, je vous parle une anecdote. Mon père me racontait quand il était tout petit, mon père, il a vécu orphelin. Son père est mort, il a laissé à l'âge de 5 ans. Il me disait que sa sœur aînée, qui est analphabète, elle lui demande de réciter sa récitation et il rigolait. Mon père était enseignant. Il rigolait, il me dit, ma sœur aînée tenait le cahier à l'envers et me demande de réciter la récitation. Et quand j'hésite un peu, elle me dit, non, tu n'as pas bien appris, va refaire, va apprendre ta récitation. Pour vous dire que c'est une question de conscience. Si les parents sont conscients, ils peuvent suivre leurs enfants et les contrôler sans pour autant être éduqués. Donc, le diagnostic dont je parlais tout à l'heure, il faut savoir chaque cas de quel problème il souffre. Il y a des écoles qui n'ont pas de moyens matériels, bien sûr, comme l'a dit tout le monde. Il y en a qui, les élèves, les habitations sont très loin de l'école, donc ils sont obligés de faire un chemin pendant la chaleur et pendant la pluie à pied. Il n'y a pas de moyens de transport pour les emmener de chez eux jusqu'à l'école. Il faut créer des bus pour faire la collecte de ces enfants et les amener à l'école et les ramener chez eux. Sinon, en arrivant à l'école, ils sont trempés de pluie ou morts de chaleur, donc ils vont s'endormir dans la classe. Et aussi, il faut que en passive et des personnes relais qui entrent en contact avec les gouvernements pour la modification des programmes. Il faut faire des réformes réelles. Mais moi, je ne me rappelle pas du tout avoir fait 1 heure d'études supplémentaires à part ce que je fais à l'école. Maintenant, tous les élèves, les parents doivent payer de l'argent pour des cours complémentaires. Et si le professeur n'a pas ses élèves, bien que ce soit interdit chez nous, il ne faut pas que le prof ait ses élèves comme pour leur donner des cours complémentaires qu'on appelle études chez nous, parce qu'il peut y avoir, c'est-à-dire que les parents qui vont donner de l'argent aux professeurs, ils vont leur donner des notes qu'ils ne méritent pas. Donc, beaucoup de choses à faire. Je crois que nous, en tant que passiviens, nous devons agir aussi bien au niveau pédagogique qu'au niveau matériel. Faire le diagnostic de la situation actuelle cas par cas et voir comment est-ce qu'on peut agir pour les écoles qui manquent de professeurs, les professeurs qui n'ont pas de logement où habiter. Il y a des profs qui habitent dans la salle de classe. Nous avons chez nous, dans les campagnes, des maîtresses qui n'ont pas de logement, qui habitent dans la salle de classe. Et le matin, elles reçoivent les élèves pour enseigner. Donc, il y a 36 000 cas à voir pour l'enseignement. C'est vraiment malheureux. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, Alida. Je ne sais pas si oui, s'il y a des répliques ou je ne sais pas. Merci beaucoup, ambassadeur Hayet. Je crois qu'il y a beaucoup de pistes déjà par rapport aux 3 présentations qu'on a eues qui concernent le même thème parce que les thèmes là se rejoignent. Lors d'une des présentations, il y a une de nos ambassadeurs qui a fait une contribution en disant que il faut rendre nos villages attractifs. Le professeur, l'ambassadeur Ibrahima l'a aussi soulevé. Les enfants qui finissent le cycle primaire, qui doivent se déplacer pour aller en ville, qui n'ont pas de tuteur et autres, c'est compliqué. Donc, je pense que ce que nous, les ambassadeurs, on doit faire au préalable, c'est de renforcer le système actuel. Par exemple, dans les villages, c'est eux qui ont le plus besoin. Les écoles délabrées, on les refait. On donne des meilleures conditions aux enseignants. Voilà, vous avez parlé de logement des enseignants, que des situations attractives dans les zones rurales de manière à rendre ces contrées-là aussi attractives pour les enseignants. Parce que tous les enseignants
aiment rester en ville parce que les conditions de vie sont meilleures. Donc, je crois qu'avant qu'on ne pense à changer des programmes et tout, on doit d'abord améliorer un peu ce qu'il y a actuellement et surtout dans le thème de ce soir, donner accès à tous, l'école pour tous. Donc, nos enfants, nos petits-enfants, dès le bas âge, qu'on leur donne le moyen d'aller à l'école. Et au fur et à mesure, chemin faisant, on va continuer à améliorer le reste et créer des emplois pour ceux qui ont soit décroché ou qui ont eu leur diplôme et n'ont pas eu de travail. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait contribuer, mais il faut qu'on réfléchisse parce que ce n'est pas un sujet qu'on traite comme ça et qu'on laisse. Il y a déjà beaucoup de contributions, je me répète peut-être, avec ces présentations qui sont déjà passées. Donc, il s'agit vraiment qu'on récapitule tout ça et qu'on voit comment les champs d'action, comment est-ce qu'on peut agir. Donc, je ne sais pas si Amazon, mais on a un ambassadeur, là, Billy Sangou, je l'ai mis en exergue parce qu'il a levé la main physiquement, mais il n'a pas de micro. Je ne sais pas s'il nous entend, s'il pouvait nous donner sa contribution sur le chat. Il n'a pas de micro. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Je lui ai envoyé un message pour lui dire ce qu'il faut faire, mais il n'a pas bougé. Il est toujours là sans micro. Voilà, il n'a pas de micro. Il n'a pas mis sa contribution dans le chat. Donc, on est vraiment navré. On aurait bien voulu prendre sa contribution. Donc, je peux ajouter quelque chose rapidement? Il y a professeur Farida qui veut parler, ma chère. OK, c'est bon. Moi, je pense que la priorité, c'est, comme vient de dire Angeline, on doit cerner les problèmes cas par cas. On doit les mettre carrément sur un bout de papier. Tel problème, voilà la solution possible à notre niveau en tant qu'enfant civil. Mais aller changer le programme dans un établissement, dans un pays dans lequel nous ne vivons pas, moi, je pense que ce n'est pas notre devoir ni notre travail. C'est à l'association des parents d'élèves, de chaque établissement, de chaque région, d'agir à ce niveau. Bien sûr, c'est un débat au niveau du ministère. Parce que j'ai occupé une fonction au niveau d'un ministère. Les programmes, c'est des débats au niveau d'un ministère. Moi, j'ai envie juste de relater le cas concret que j'ai eu. Je vais juste abréger pour dire que n'importe qui peut intervenir pour sensibiliser les enfants à rejoindre l'école. N'importe qui. Moi, j'étais en pleine consultation, je recevais une dame qui revenait régulièrement. Bien sûr, il faut qu'il y ait une confiance qui s'établisse entre le malade et le médecin, et ça a été le cas. Et elle me dit, je suis malheureuse parce que ma fille, elle a décroché de l'école. Elle avait 13 ans. Alors, je lui ai conseillé de la ramener à la prochaine consultation comme si elle l'accompagne, comme accompagnatrice, et c'est tout. Cette fille, elle est arrivée. Il y a eu une grande complicité, une grande confiance qui s'est établie entre nous. Je suis partie avec elle délicatement, comme une vraie maman. Et c'était ça, vraiment, je la sentais comme si c'était ma pauvre fille. Je voulais à tout prix qu'elle comprenne l'importance de l'éducation. Donc, petit à petit, je l'invitais à venir à mon service quand elle a du temps. Et elle avait du temps parce qu'elle ne foutait rien. Elle était à la rue carrément. Elle a décroché. Elle était... je crois en 5e année ou bien en 6e année, elle a décroché. Donc, elle venait régulièrement chez moi au travail. Je discutais de tout et de rien au début pour qu'elle ne comprenne pas pourquoi elle est là. Et puis, on commençait à parler de l'éducation, regarder ce que tu sais écrire, tu sais faire ceci, tu sais faire cela. Je lui donnais des livres, je lui donnais un tas de choses. Et du coup, je lui ai posé la question, pourquoi tu ne vas pas à l'école? Elle me dit, ça ne me plaît pas, je ne comprends pas, ça ne m'intéresse pas. Et finalement, c'était des problèmes conjugaux entre sa maman et son papa. Et du coup, elle ne voulait plus aller à l'école et elle n'était pas suivie non plus par ses parents. Il dit, il faut que tu reprennes l'école. Elle me dit, je me suis absentée pratiquement tout le trimestre, ça m'étonne que je puisse reprendre. Et je lui ai demandé, est-ce que ça l'intéresse de reprendre? Et si tu reprends à l'école, je lui ai dit, je suis prête à t'encadrer, à te faire des cours au travail, à financer ta scolarité, mais je suis exigeante sur le résultat. Il faut que tu travailles, que je sois fière de toi. Elle me dit d'accord. Je dis, je vais me déplacer au chef d'établissement. Je vais tenter ma chance, peut-être qu'il va accepter. Donc, je suis partie avec elle. J'ai vu le directeur de l'établissement. Je l'ai pris à part.
Je me suis présentée, j'ai discuté avec lui, j'avais même les larmes aux yeux parce que ça me touchait, je ne voulais surtout pas recueillir un refus de sa part. Je tenais à ce qu'il accepte. Et ça a été le cas. Elle est rentrée, elle a fini ses études, elle s'est mariée, je suis en contact avec elle et je suis très contente du résultat. Donc, vous savez, quand on apprend à l'autre l'intérêt de l'école, c'est déjà quelque chose, c'est déjà un grand pas. Très bien. Nous avons une autre main. Ayao du Togo. Bonsoir, ambassadeur. Bonsoir à vous tous et à vous toutes. Merci, professeur Farida, la modératrice. Chapeau à vous toutes. Et je voudrais donner mon point de vue. Et j'ai écouté avec attention tous ceux qui ont intervenu. Alors, je constate que dans nos pays, plus particulièrement au Togo, les frais de scolarité sont gratuits dans les écoles primaires et collèges. Le système de cantine se vulgarise. Mais le constat est fait que le nombre d'enfants défavorisés augmente. Nous devons cerner cette cause. Pourquoi, avec tous ces efforts, bien sûr insuffisants, le nombre d'enfants défavorisés augmente-t-il? Nous, membres fondateurs de ONPASSIV, nous devons vraiment voir les spécialistes pour qu'ils nous disent pourquoi le nombre augmente. Les structures d'accueil des enfants défavorisés existent, mais le phénomène ne diminue pas. Alors, nous devons nous inspirer de notre PDGH, qui est dans l'innovation. Il faudrait que nous innovions. Et il faudrait que nos actions soient au niveau de la prévention. C'est ce que je voudrais dire. Merci. Merci beaucoup, ambassadeur, pour ta contribution. C'est ces voies et moyens que nous cherchons pour véritablement passer à l'action. C'est un travail de longue haleine et puis les problématiques ne sont pas les mêmes, donc on va essayer de s'organiser pour voir comment agir. Merci beaucoup. Bon, il y a une autre main, on va passer à l'ambassadeur Maïmouna Oumarou, je crois du Niger, si je ne me trompe. Bonsoir, ambassadeur. Bonsoir. Bonsoir. Donc, merci à toutes et tous vraiment pour cette présentation et cette discussion dans le domaine de l'éducation qui est un problème crucial dans tous nos pays. Je voulais partager une petite expérience, disons, que nous faisons au niveau nous sommes organisés, les ressortissants de notre village, parce qu'on a vu au niveau de l'école, il y a un collège, il y a un lycée, mais pendant les 6 premiers mois,
il y a des professeurs, il y a un manque de professeurs. Au niveau de l'école primaire, les élèves sont dans des paillotes. La première pluie, donc les cours s'arrêtent parce que la classe s'envole avec le vent et la pluie. Ce qui fait que le gap ne fait que s'enfoncer. Donc, dans un premier temps, on s'est dit qu'il faut pallier au moins au problème de local. Donc, on s'est cotisé chacun qui donne 500 000 francs, ainsi de suite. On a pu construire au moins 3 classes en matériaux définitifs. Super. Et au niveau du collège, comme il y a un manque de professeurs, on a recensé parmi les ressortissants, les cadres, les étudiants, surtout dans les matières scientifiques, c'est ces professeurs-là qui manquent dans nos bourses, dans nos campagnes. Les professeurs en scientifiques là ne veulent pas aller en bourse. Donc, c'est les étudiants qui sont dans le domaine scientifique, ils s'organisent pendant les congés et les grandes vacances à renforcer les capacités des élèves pour un peu diminuer le gap, le retard qu'ils ont accusé dans le programme pour vraiment améliorer les conditions de vie. Et notamment, également, il y a des professeurs qu'on rémunère un peu de temps à autre. Ils descendent pendant les week-ends pour prendre les élèves et nous, ressortissants, on cotise, on assure leur déplacement. Donc, c'est comme ça qu'on a pu quand même un peu améliorer les résultats de l'école et ça continue. Maintenant, on a fini pour le collège français. Maintenant, il reste le collège franco-arabe et présentement, on est en train de cotiser et pour pouvoir aussi construire les classes au niveau de cet établissement-là. Donc, c'est ça que je voulais partager avec tous les ambassadeurs. Je ne sais pas si ça cadre le truc, puisque j'ai pris le truc de cours. Merci. Merci. Merci, ambassadeur Maïmouna. Voici un bel exemple. Merci. Comme quoi on n'a pas besoin d'attendre que les poum-poum arrivent. Il y a toujours quelque chose qu'on peut faire en attendant. Si le professeur Farida a envie de dire quelque chose par rapport aux 2 dernières interventions. Moi, je trouve que c'est un exemple vraiment à suivre, l'exemple que vient de citer Maïmouna. Quand on veut, on peut. Chacun à son niveau, chacun comme il sait, chacun comme il peut. On peut toujours tendre la main à l'autre et créer le bonheur de toute une nation, surtout quand il s'agit des enfants. Nous ne devons pas rester insensibles, croiser les bras et attendre que ça nous tombe du ciel. Maintenant que les problèmes ont été mis sur papier, maintenant que la question elle a été un peu cernée par rapport avec toutes les présentations que nous avons faites, moi je pense que nous devons faire un bilan, un recensement de tous les problèmes et bien sûr après ça va être traité cas par cas et par ordre de priorité. La priorité première, c'est avoir une école. La priorité deuxième, c'est avoir des enseignants. La priorité troisième, c'est que les gens comprennent l'importance de l'école et l'importance de l'éducation. Et après, tout le reste va venir. Merci beaucoup, professeur Farida. Je n'avais pas eu l'occasion de te féliciter pour cette belle présentation, cette présentation très complète et très édifiante. Mais nous n'en attendions pas moins de ta part parce que tu es notre professeur attitré. Merci pour cette générosité. Malgré le temps, malgré des fois les petits déboires de la vie, tu trouves toujours le moyen. Même aujourd'hui, tu as eu un empêchement, mais tu t'es efforcé à venir le faire. Donc, c'est ça l'esprit On Passive.
On est vraiment une belle communauté et cette plateforme de développement personnel est une belle communauté. Nous ne sommes pas très nombreux là à la fin, mais comme dit Papa Osong, comme dit H, c'est le noyau qui est là. Il y a des gens, ils tournent toujours autour du noyau. Mais dans tout élément, ce n'est pas au professeur que je vais faire une leçon, parce que je ne suis pas du tout, je n'ai pas de connaissances en médecine, mais tout tourne autour du noyau, si je me rappelle de mes cours de physique-chimie, n'est-ce pas? Donc, nous sommes le noyau, nous sommes vraiment bien servis et nous devons continuer. Je voudrais inviter, pendant que j'y suis, je vois Adam Tourgoudi qui est là, je voudrais qu'il envoie son numéro en inbox à la Benjamin, parce qu'on n'a pas eu l'occasion de le dire au début. On aurait pu peut-être même le rappeler que nos 2 séances de la dernière fois concernant les prisons, les gens qui vivent donc derrière les barreaux, comme on dit joliment au Sénégal, ceux à qui la clé est derrière la porte. Ceux dont la clé est derrière la porte. Vous voyez comment c'est bien dit? Donc, c'est une façon d'atténuer la chose. Donc, on est en train de réfléchir sur le comité ou la cellule qui va travailler sur cela. Donc, on savait que l'ambassadeur Adam Tourgoudi avait dit qu'il était très intéressé. Notre ambassadeur Loïc aussi avait donné une très belle contribution concernant les matons, qui sont aussi des prisonniers. Parce que quand on garde des prisonniers, on est prisonnier, n'est-ce pas? Donc, s'il vous plaît, rapprochez-vous de la Binge et donnez vos coordonnées pour qu'on puisse vraiment établir cette commission de travail sur les prisons. Je pense que cela encore, ce qui se passe aujourd'hui aussi, nous conduit au fait que la boucle n'est pas bouclée et on ne fait que commencer le travail, même si ça a été fait auparavant par certains ambassadeurs dont Grace était le fer de lance concernant la formation et l'éducation. C'était ça le sujet, non, formation. Mais c'était plus en aval ou en amont, je ne sais plus, parce que les deux se complètent aujourd'hui. La dernière fois, on avait parlé de l'inadéquation de la formation par rapport aux jeunes. C'est-à-dire que les jeunes étaient formés, mais ils ne trouvaient pas du travail. Et on avait essayé de recenser quelles étaient les difficultés qui font que ces jeunes-là, malgré leur diplôme, ne peuvent pas s'insérer dans la vie professionnelle. Nous avons trouvé certaines solutions et je pense que les deux vont aller ensemble. Et aujourd'hui, notre professeur a plutôt mis l'accent au départ, parce que c'est au départ, quand on donne l'égalité des chances, on donne les chances aux enfants pour qu'ils puissent avoir un minimum d'éducation. Et là, pour reprendre Ibrahima, il y a un minimum, il faut savoir lire et écrire. Et quand on regarde le niveau des formateurs aujourd'hui, ils ne savent plus dire le ou la ou un ou une. C'est incroyable. Quand on voit à l'époque, on nous donnait le symbole qu'on amène à la maison. Et je ne sais pas si vous autres au Maghreb, vous avez eu ça. Et quand vous parliez même votre langue à la maison, vous auriez pu avoir des problèmes. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas parler les langues. Et je rebondis sur ce que Angeline Rose a dit tout à l'heure par rapport aux langues. Dans ma profession d'interprète de conférence, j'ai participé à des séances avec l'USAID qui soutenait le ministère de l'Éducation nationale au niveau de mon pays pour que les langues de base, au début, les jeunes puissent utiliser leur langue maternelle. Parce que quand on veut vous éduquer dans une langue que vous ne parlez pas à la maison, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? On s'est rendu compte que les analyses ont montré que si les jeunes, dans la mesure où ils parlent leur langue à la maison, ils sont formés, au début à l'école primaire même, je parle de primaire, ils sont formés dans la langue maternelle, ils apprennent beaucoup plus vite à lire et à écrire. Donc, à mon avis, ça, c'est aussi, on pourrait s'appuyer sur cela par rapport à nos contributions. Si vous permettez, je n'avais pas parlé, donc j'ai droit à plus de 2 minutes. Je n'avais pas parlé au début. Si vous permettez quelques chiffres. Nous avons parlé d'éducation et tout, mais nous n'avons pas parlé de l'UNESCO. Nous n'avons pas parlé de l'UNESCO.
donc l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Et j'ai même eu le privilège de travailler là-bas. Depuis que j'étais étudiante, j'ai fait mon stage en communication là-bas. Donc, c'était mon premier contact avec l'UNESCO et par la suite après. Bon, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'UNESCO? Pourtant, l'UNESCO a été créé depuis 1945. Il est composé de 195 membres, dont la plupart de nos pays. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourtant, dans les budgets, c'est dit que tout gouvernement doit consacrer 4,7% de son PIB à l'éducation et 14,2% aux dépenses publiques. Mais qu'est-ce qui se passe? On voit que dans les analyses de l'UNESCO qui sont récentes, 35 pays n'arrivent pas à même 4% de leur PIB consacré à l'éducation et moins de 15% du PIB pour les dépenses publiques. Donc, on voit qu'il y a un problème. On ne va pas encore jeter le bébé avec l'eau du bain, mais nous, on sait qu'il y a des failles. Mais c'est là que nous, on a un rôle à jouer. J'ai entendu beaucoup de gens dire que oui, on doit. Et j'ai entendu d'autres dire, on va faire ci, on va faire ça. Et je suis d'accord, je ne vais pas revenir là-dessus. On sait que la plupart du temps, c'est la pauvreté qui fait que les jeunes enfants sont déscolarisés. Ils ne vont pas à l'école. Un enfant qui devrait aller à l'école peut être là même en train de vendre du charbon avec son papa. Les populations qui s'occupent de la vente du charbon ici au Sénégal, la plupart du temps, c'est des personnes d'origine guinéenne. On voit des petits-enfants qui sont avec eux, qui les aident à peser le charbon de bois. Cet enfant-là, que va devenir sa vie demain? Que va devenir sa vie future? Il ne va même pas remplacer son père à vendre le charbon. Par exemple, dans un pays comme le mien, où on a découvert le gaz et le pétrole, bientôt, on va laisser le charbon. Vous voyez ce que je veux dire? Sans compter tous les développements qui ont été faits pour atténuer les tâches ménagères des femmes à la maison, en utilisant le gaz, en domestiquant les ordures ménagères pour les transformer en gaz, etc., etc. Donc, c'est la pauvreté, effectivement, qui fait que les enfants sont retenus par les parents. Les parents ont besoin de leurs enfants pour les aider dans les tâches ménagères ou dans les tâches champêtres. Donc là, nous, quel rôle on a à jouer? On est On Passivien et je n'ai vu personne aujourd'hui parler de nos projets On Passivien. On a Enjoy, on a OKids, on a Academy. Et que je ne vais pas citer toutes nos applications. Chaque application va jouer un rôle dans ce que nous voulons faire. Parce que d'après si je me souviens bien, vous êtes tous là, on a participé à toutes les réunions avec H pour développer le système éducatif au niveau de On Passive. On va demander la participation de professeur Farida, mais on va demander aussi la participation de Dr Nadou, on va demander la participation de Ayet, on va demander la participation de tout un chacun d'entre nous, parce que chacun d'entre nous est spécialisé dans un domaine. Si nous ne sommes pas spécialisés, nous avons vécu quelque chose. Moi-même, j'étais professeur d'université quand j'étais aux États-Unis. Donc, et j'ai commencé plus jeune en donnant des cours d'alphabétisation à des femmes de travailleurs immigrés qui m'avaient vraiment... J'étais malade quand j'allais au supermarché. Je les voyais, elles donnaient leur porte-monnaie à la caissière qui piochait là-dedans seulement et qui leur rendait la monnaie. Et on ne pouvait même pas savoir si ces personnes-là avaient pris la somme exacte ou bien si elles n'avaient pas abusé. Et ça m'avait révolté. Je suis partie suivre mon premier diplôme même avant mon bac, c'est le BAFA, le brevet d'aptitude à la formation des adultes. Donc, vous voyez, ces adultes-là, c'est les enfants d'aujourd'hui dont parle notre cher professeur Farida. C'est ces enfants-là, s'ils ne sont pas formés aujourd'hui, qui vont être dans l'avion, même quand ils vont voyager à l'extérieur, dans des conditions légales, ne peuvent même pas remplir leur fiche de débarquement. Ils vont vous demander, ma soeur, remplissez-moi ma fiche. Ils ne savent écrire ni leur nom, ni leur prénom. C'est incroyable. J'ai quelqu'un encore hier qui m'a appelé, qui m'a demandé de lui traduire son passeport. Et pourtant, il est aux États-Unis. Je lui ai dit, monsieur, on ne traduit pas les passeports. Le passeport est bilingue. C'est en français et en anglais. Pour nous autres, en tout cas, sénégalais. Il m'a dit, ah bon, pourtant, on m'a demandé de donner la traduction.
Il est allé regarder, quelqu'un a vérifié pour lui, il a dit, vous avez raison, madame, merci. Si je voulais, je pouvais traduire et empocher l'argent, mais je ne serais pas une onde passivienne. Et je pense que ce qu'on a eu depuis qu'on est là, ici à onde passive, nous n'avons pas encore l'argent, mais nous avons un changement de paradigme, un changement de mentalité qui fait qu'on ne devrait pas faire quelque chose qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. On ne devrait pas faire quelque chose que quand on voit que c'est fait, on va agir et intervenir. Donc, c'est ça. Alors, pour terminer maintenant, je voudrais vous dire encore, hier au Sénégal, 18 jeunes ont été tués en mer. Ils ont embarqué dans une pirogue de fortune pour aller en Europe. Ils ont quitté une plage de Dakar pour encore atterrir sur une autre plage parce que la personne qui était le soi-disant capitaine ne savait pas naviguer et ils sont tous morts. Vous vous rendez compte? Il y a un monsieur qui a dit, mon fils avait 18 ans, il ne m'a même pas dit qu'il allait partir. On m'a seulement appris sa mort. Nos jeunes sont en train de mourir. Combien? On a parlé de plus de 3000 morts en une année. C'est vraiment l'hécatombe. On a trop de pain sur la planche, mais moi, j'ai confiance. On ne va pas se substituer, professeur Farida, au programme de nos gouvernements. Mais en tant qu'on passivien, lorsque nous serons visibles, lorsque les gens verront que nous sommes le gibier au lieu d'être la proie, ils vont venir à nous. À ce moment-là, on sera des interlocuteurs valables au niveau de nos gouvernements. Ils vont nous faire confiance et ils vont nous demander notre point de vue. Alors là, on pourra développer des programmes adéquats, aussi bien en campagne qu'en ville. Et c'est à ce moment-là qu'on jouera vraiment notre rôle de on passivien pour élever l'humanité. Parce que pour élever l'humanité, il faut commencer par l'éducation. L'éducation à la maison, d'abord en tant que parent, mais aussi l'éducation au niveau des tout petits, parce que c'est eux qui sont la force de demain. Merci beaucoup et excusez-moi d'avoir été longue, mais j'avais trop de choses à dire. Et Dieu sait que tout ce que j'ai noté, même pendant les interventions, je n'ai pas dit la moitié parce que je n'ai pas jugé nécessaire de revenir sur ce que les gens ont dit. Mais nous avons beaucoup de pain sur la planche, mais nous allons y arriver parce que nous sommes des hommes passiviens. In it to win it, rendez-vous au sommet. Merci beaucoup, Amazon. Quelle riche contribution. Ensemble pour le gagner. On a compris. Je ne sais pas, professeur Farida, est-ce que tu aurais une autre conclusion, un autre mot de fin pour nous exhorter encore plus? Moi, je vous remercie d'avoir été aussi nombreux à être présents. Ça sous-entend que c'est un thème qui intéresse tout le monde. Où nous sommes parents, nous sommes grands-parents, nous avons des enfants autour de nous, nous voyons les gens, tous les enfants, c'est nos enfants, tous les enfants du monde dans lequel nous vivons sont nos enfants, quel que soit le pays, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Quand on forme des enfants, nous sommes là à éradiquer la pauvreté, à éradiquer l'ignorance et tous les maux sociaux viennent de cette pauvreté et viennent de cette ignorance. On pourra pouvoir défendre nos intérêts, on pourra pouvoir discuter avec ceux qui sont maîtres de nos richesses d'égal à égal parce que nous pouvons défendre l'intérêt de notre pays et nous assurons un meilleur avenir à nos enfants, aux enfants de tout le monde, c'est-à-dire à l'homme de demain. Nous avons l'obligation et le devoir de transmettre ce que nous savons aux générations qui arrivent. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. Merci pour tout. Merci vraiment, merci de ta grande générosité, de ta disponibilité pour nous partager ton expérience et ton expertise. On va continuer à travailler ensemble pour mettre tout ça en action. Ouais. Donc, je ne sais pas, Amazon, Alida, je pense que on va un peu, au lieu de laisser ces thèmes comme ça, peut-être on rafraîchit les autres présentations pour que, en visionnant et celle d'aujourd'hui,
qu'on aille peut-être vers des solutions plus concrètes pour qu'on s'organise mieux, quoi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Tout à fait. Tout à fait, c'est ce qui est prévu parce que le plateau du développement personnel a une chaîne officielle sur YouTube et donc grâce à la contribution, enfin au développement du professeur Farida, nous allons pouvoir essayer de jumeler les sessions, sinon les vidéos, pour donner une vue beaucoup plus globale de ce sujet sur l'éducation des enfants, des jeunes et aussi comment dire, montrer les problèmes liés à ce secteur d'activité. Donc, nous invitons les fondateurs à rester connectés sur les forums du développement personnel et aussi de continuer de s'abonner sur la chaîne YouTube aux Founders francophones. C'est là-bas que vous allez trouver toutes ces informations en attendant les nouvelles publications. Donc, moi, je vais juste, on va bientôt ouvrir les micros pour se dire au revoir. Pour parler du programme de la semaine, on va se retrouver demain. Nous attendons le lien de la formation avec Thierry Ochaud. On reste connecté à nos forums locaux, nos forums du développement personnel pour recevoir les affiches des programmes. Sur ce, moi, j'aimerais terminer mes propos en disant à l'ambassadeur Awa Ibrahima Badiam et tout le peuple sénégalais, nous vous présentons encore nos condoléances pour cette énième perte. Vraiment, c'est une tragédie encore pour le Sénégal et pour la population africaine. Merci encore. Merci à tous. On va ouvrir les micros pour se dire au revoir et à la semaine prochaine.